Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Parole d'expert. Aujourd'hui, on a la chance d'être en compagnie de Hubert Moulin. Hubert Moulin pour nous parler de comment booster le leadership de manager transverse avec l'élément humain. Alors, très rapidement, pour ceux qui connaissent pas les tout nouveaux, nos webinaires Parole d'expert, c'est une fois toutes les 2 semaines c'est organisé par nous, Faster Class. C'est un organisme de formation et de coaching. On est certifié Calliope et on est spécialisé sur toutes les questions de management, de leadership et de soft skills en général. Hubert, c'est un grand bonheur de t'avoir avec nous. On s'est Oui, rencontrés grâce à la magie de LinkedIn, où, je sais pas, à force de publication, on a commencé je crois que c'est toi qui m'as envoyé un premier message, on a discuté. Et puis en fait, ton expertise sur l'élément humain m'a vite embarqué. Euh, Hubert, pour donc ceux qui le connaissent pas, tu as travaillé dans la pub, dans l'univers de la ouais. pub pendant, tu étais directeur pendant je sais pas combien d'années, une quinzaine d'années, je dirais, ou Ouais. une 25 ans, je sais plus. J'ai peur de dire une bêtise, pendant pas mal de temps. Donc, tu as C'est bossé vieux, mais quand t'as même. bossé dans la pub et tu as eu pas mal de responsabilités. Et puis, il y a quelques années, tu t'es intéressé à l'élément humain et tu es devenu euh, formateur et coach Je suis formateur là-dessus. sur, voilà, entre autres. Et après, tu as d'autres spécialités aussi, mais voilà. Et tu m'as parlé de l'élément humain. On s'est fait une petite visio au début de l'été. Je trouvais ça incroyable. Enfin, ça a été vraiment comme une quasi révélation pour moi. Je dis à mon équipe, les cocos, faut que vous rencontriez Hubert, c'est un truc de malade. Du coup, très gentiment en plus, tu nous as invités chez toi en juillet. On a passé une journée entière avec toi où tu nous as initié, on va dire, à l'élément humain. Là, ça a été une épiphanie pour toute mon équipe. Donc vraiment incroyable. Et la conséquence de ça, ça a été que déjà, on fait ce webinaire aujourd'hui parce que j'ai envie que tu puisses en parler à un max de monde tellement c'est génial ce truc. Et deuxièmement, là, j'ai une de mes associées, Swad, qui est en ce moment même en formation intensive éléments humains depuis une semaine à Osgore Ouais. et qui rentrera seulement dimanche chez elle en région parisienne. Donc voilà, ça a vraiment bouleversé notre vision des relations humaines et tout ça. Et donc j'ai hâte qu'on creuse direct ce sujet-là avec toi. Avec plaisir. Je sais pas si est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées dans ta présentation, si tu veux rajouter un ou deux petits points, surtout n'hésite pas. Non, non, j'ai plus, je suis effectivement formateur à l'élément humain et j'utilise beaucoup dans mes coachings, mais ça fait partie de je suis un coach intégratif, donc j'ai plusieurs approches et l'élément humain fait partie de mes approches principales, mais bien sûr, c'est pas la seule, mais c'est celle qui nous intéresse effectivement aujourd'hui, sur le sujet du leadership et en particulier, de cette problématique pour les managers transversaux. Pour ceux aussi qui connaissent pas, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va y répondre au fil de l'eau et puis celles qu'on n'aura pas eu le temps de répondre, il y aura un petit temps à la fin questions-réponses. Euh, pour ceux qui restent jusqu'au bout aussi, on a des petits cadeaux à la fin pour vous. On vous enverra des petites fiches récap faites avec Hubert, donc vous allez voir, en plus elles sont magnifiques, etc. Donc restez bien jusqu'au bout. Et Hubert, j'aimerais commencer par te faire parler d'un truc, tu avais appelé ça le PFH. Est-ce que c'est un truc qui m'avait bien fait marrer à l'époque, au début de l'été. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le PFH? Le PFH, ouais. Le PFH, c'est Hubert Reeves qui est décédé il y a 2 ans maintenant, quoi, et lorsqu'il est décédé, il y avait eu des interviews, une interview un peu amusante, qu'il avait donnée 2-3 fois. Il avait fait un peu le cabot, et cette interview, on lui demandait à Hubert Reeves, donc c'est un astrophysicien et à la fin de sa vie, il s'occupait surtout de problèmes d'écologie une fois ou 2, les journalistes me posent la question: «Mais comment se fait-il, monsieur Reeves, professeur Reeves, que, face à l'évidence, du sujet climatique, pourquoi est-ce que l'espèce humaine, continue à se comporter de façon aussi irrationnelle?» Et alors je vous passe l'accent québécois, parce que je suis très mauvais en accent. Ils me disent: «Ah mais nous au Québec, on a une explication pour ça, on appelle ça le PFH». «Ah bon? Ah bon, professeur Reeves, mais le PFH, mais qu'est-ce donc?» «Le PFH, c'est le putain de facteur humain». Et donc il expliquait justement, ça ne s'explique pas, pour lui, ça ne s'expliquait pas, ce comportement irrationnel que l'homme pouvait avoir. Et quand j'ai entendu ça, bien sûr j'ai souri, mais en même temps, ça m'a rappelé, j'ai connecté sur Will Schultz, qui est l'auteur de l'approche de l'élément humain dont on va vous parler aujourd'hui,
Wissous, qui est juste, alors qu'il était contemporain à Uber Eats, et je me suis dit, ils ne se sont pas rencontrés, parce que Wissous a apporté justement cette explication du PFH. Il explique pourquoi est-ce que l'homme, dans certaines situations, certaines circonstances, ne se comporte pas de façon pertinente par rapport au contexte. Et c'est pour ça d'ailleurs que son approche s'appelle The Human Element, l'élément humain en français, qui est pas loin du facteur humain. C'est ça, c'est dire en fait que dans les organisations, quand ça dysfonctionne, eh ben, il y a souvent un sujet de dysfonctionnement qui n'est pas les compétences, qui n'est pas l'équipement, le matériel que l'on a, qui n'est même pas l'organisation, c'est le facteur humain, the human element. Et donc, toute l'approche de Schutz, sur laquelle il a travaillé pendant 40 ans, j'en parlerai un tout petit peu plus après, consiste à mettre des mots, à mettre des concepts, et aussi à proposer des parcours de compréhension et de transformation pour mieux se comprendre, mieux se connaître et mieux travailler avec les autres. Et moi, c'est vraiment mon leitmotiv. En tant que coach, mon identité de coach, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner les gens, les dirigeants, les individus, sur une meilleure connaissance d'eux-mêmes pour être plus épanouis dans leur vie, pro et perso, parce que pour moi, il n'y a pas de différence, on a la même personne au boulot et dans c'est sa vie clair. privée. Donc, c'est accompagner les individus là-dedans vers plus d'épanouissement et être plus alignés. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi sur le point que déjà, on a qu'une vie, on n'a qu'un cœur, on n'a qu'un cerveau. Et donc, pour moi, je n'arrive pas à me scinder en deux. Voilà quoi. Un truc Ouais. qui va m'impacter très fortement dans le pro, ça va aussi m'impacter dans le perso. Et inversement, un truc qui va m'impacter dans le perso très fortement, ça va impacter mon humeur, etc. Ça va impacter dans le pro. Ce que tu as dit, c'est ouf. C'est vraiment, en gros, pour résumer, l'effet que ça m'a fait à moi, c'est de me dire, mais il y a un truc où 99,9% des gens, on ne comprend pas pourquoi il y a un putain de facteur humain et les trucs ne marchent pas et c'est pas rationnel et qu'est-ce qu'on fout, quoi. Et en fait, il y a un gars qui s'appelle Will Schutz et qui a résolu ce problème. Mm. Et ce que j'ai trouvé assez dingue, et tu vas nous en parler après, mais c'est que c'est un truc qui est très connu aux US et Mm. qui en France, en fait, est complètement sous les radars, quoi. Et donc, Mm. enfin, moi, quand tu m'en as parlé, je me dit, mais oui, quoi. En fait, Mm. oui. Donc, go, prenons ça, comprenons, creusons ce sujet-là et tout. C'est assez ouf. Et, euh, et d'ailleurs, bah, on va en parler, mais c'est un grand truc qui va expliquer aussi beaucoup. Il y a plein de notions qui sont connectées à ça, notamment je sais pas, de la confiance en soi, du leadership, etc. Et on va faire le lien du coup dès maintenant avec le leadership. Mais est-ce que tu peux, par exemple, on parle de manager transverse, nous là on a parlé de booster le leadership, de manager transverse, etc. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous faire un peu c'est quoi les différences entre manager, leader, enfin voilà, c'est quoi un peu tout ce genre de Ouais, trucs? c'est un peu des mots valises, voire même des buzzwords, hein, sur LinkedIn, sur les réseaux, management, leadership. D'ailleurs, je vois souvent qu'on utilise l'un pour l'autre et l'autre pour l'un. Il y a des définitions très simples qui existent et qui sans opposer les 2 termes, montrent qu'ils sont sur 2 niveaux logiques différents. Si je peux vous donner une définition très simple et sans faire le sachant là-dessus, hein, du management, c'est, un rôle particulier par rapport à une fonction dans une organisation. C'est très le management, j'ai dans une dans un organigramme, j'ai une fonction et par rapport à ça, j'ai un rôle et j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir statutaire, un pouvoir qui m'est donné en fait par ma fonction dans l'orga. Et quand je suis manager, eh bien, a priori, ça veut dire que j'encadre un certain nombre de personnes sur lesquelles je dois gérer, hein. Je fais de la gestion. Je fais de la gestion. Un manager, c'est un super gestionnaire quelque part. Donc, je fais de la gestion de ressources humaines, je fais de la gestion de process, je mets en place des objectifs, je vérifie que les processus sont appliqués, je mets en place des OKR, des KPI, etc., etc. Donc, il y a cette idée de gestionnaire. Et pour tout ça, j'ai un pouvoir statutaire qui m'est donné par mon rôle dans l'organisation. Donc, Ouais. le management, c'est ça, globalement. Le leadership, c'est autre chose. C'est un autre niveau logique, c'est ma capacité personnelle à entraîner les autres dans un projet collectif. Ce n'est pas juste mon projet à moi, hein, c'est un projet qui nous intéresse tous, par leur adhésion volontaire, hein. Entraîner les autres dans un projet collectif par leur adhésion volontaire. C'est important J'insiste sur ça, ça. leur adhésion volontaire. Ouais, parce que si on Ouais. enlève ça à la définition, en fait, ça devient de l'autocratie, voire de la dictature, hein. Ma capacité à entraîner les autres dans un projet collectif, point, c'est assez autocratique. Donc, par leur adhésion volontaire, fait toute la différence et donne justement toute la complexité au sujet du leadership, c'est que
j'ai pas de pouvoir direct, hein. J'ai pas ce pouvoir statutaire, du manager, puisque le manager, quelque part, il a un pouvoir statutaire du fait du contrat de travail, hein, qui, lie, les personnes C'est là où, en au soi, il n'y a pas forcément d'adhésion volontaire, quoi. On a le manager qu'on a, et puis voilà, il a un voilà. pouvoir sur nous, puisque c'est notre manager, quoi. La fonction de base du management, c'est, j'ordonne, tu exécutes. À partir du moment où c'est dans les fonctions et dans l'organisation et dans le cadre du contrat de travail, il y a quelque chose de mécanique, hein. Là où il y a le leadership, c'est dès que je vais faire appel à des notions de motivation, d'envie, d'adhésion volontaire, de provoquer l'envie à mes collaborateurs de travailler avec moi. Donc on voit bien que, bien sûr qu'un bon manager doit avoir des capacités de leadership, mais il peut faire sans. Techniquement, il peut faire sans. C'est mieux avec, mais il peut faire sans. Là où la problématique se pose véritablement, et vous me voyez venir, et pour ceux qui ont des positions de management transverse, c'est que la spécificité du management transverse, c'est que justement, bah, je suis en transversalité, je suis plus en verticalité, donc je perds mon pouvoir statutaire, tout simplement. Je n'ai C'est un plus peu ce une injonction pouvoir qui me paradoxale, ça, quand même. bah, je dois gérer avec une injonction paradoxale très forte. Alors, certaines entreprises en sont très conscientes, hein, et puis d'autres beaucoup moins, en disant bon bah débrouillez-vous, et puis bah, débrouillez-vous, quoi. Et puis on verra bien à la fin. Et il y a une vraie différence en plus, parce que dans la notion de management, il y a une obligation de résultat, parce que je te donne les moyens, je te donne le pouvoir, donc à la fin tu dois délivrer. Dans management transversal, c'est difficile de donner une obligation de résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais collaborer avec des gens qui vont collaborer avec moi s'ils le veulent. Donc je ne peux pas les forcer. Donc l'obligation de résultat est beaucoup plus difficile à entendre Surtout quand que tu ces vas gens-là, prendre. surtout que ces gens-là, ils ont même des objectifs qui sont pas liés au fait de bosser avec moi, mais sur d'autres Bah, sujets, ils ont leur eux, ils ont manager de souvent un leur autre côté. manager. Exactement. Ouais, punaise. Ok, et donc en Donc fait, là où tu veux en venir, c'est que ce moyen, enfin le leadership, le leadership, c'est c'est le il faut avoir moyen une du manager capacité à transverse. fédérer. C'est une capacité à fédérer, c'est une capacité à donner envie, aux autres de travailler avec moi. Et c'est vraiment une capacité personnelle, hein, le leadership, on a tous du leadership en nous. Moi, souvent, je fais la comparaison, l'analogie avec le sens de l'humour. On a tous le sens de l'humour, mais on l'exploite pas forcément. On n'est pas tous non plus à faire rigoler tout le monde toute la journée, mais on a le sens de l'humour et on a notre propre sens de l'humour en plus. Le leadership, c'est pareil, c'est une capacité personnelle et on a tous, chacun, on a une façon particulière d'exercer le leadership. On n'a pas besoin d'être solaire comme Barack Obama, sage comme Mandela, etc., pour avoir du leadership. Chacun on a une façon de l'exprimer. Bon, ça c'est la différence entre leadership et management, c'est important de l'avoir en tête. Et ça ne s'oppose pas, ça se complète véritablement. La problématique, c'est que maintenant, comment est-ce que je vais travailler mon leadership? Et c'est là où on va le puiser dans l'ADN de l'élément humain, de ce que propose Wishoots, pour développer le leadership. Euh, L'idée, c'est comment le leadership, c'est de donner envie. Donc, donner envie, j'ai envie de vous dire, bah, donner envie, voilà, motiver, puis le problème est réglé. Là, vous allez me dire, tu es gentil, mais c'est justement c'est le début du problème. C'est comment donner envie. Et en fait, le comment, c'est là où on touche le sujet qui est un enjeu relationnel. C'est-à-dire que c'est dans la relation, bien sûr, que l'on va donner envie. Et donner envie, c'est très complexe parce que qu'est-ce qui va donner envie à l'autre? Moi, j'ai peut-être un intérêt dans ce projet et toi, tu vas avoir un autre intérêt. Donc ça, déjà, on a des intérêts qui peuvent être différents en fonction du projet, dans le même projet. Donc il y a une forme de complexité à prendre en compte là-dessus. Et donc l'élément humain va donner des clés, c'est une approche systémique, hein, l'élément humain, donc qui embrasse ces complexités, hein, qui ne cherche pas à la simplifier, mais en même temps qui ne va pas s'y perdre, hein, qui va nous donner des clés de lecture et des clés d'action dans la complexité de la relation. Euh, euh, Concrètement, ça nous donne des clés de ce qui se passe dans la relation. Alors, pour donner peut-être un peu expliquer un tout petit peu plus d'où vient l'élément humain et comment Schutz en est arrivé à ça. L'élément humain, c'est une approche qu'il a travaillée pendant la guerre de Corée, donc dans les années 60, 50, les années 50. Pendant la guerre de Corée, pourquoi? Parce qu'il a fait son service militaire dans la Navy, la guerre de Corée arrive, on le rappelle sous les drapeaux, et Schutz était double doctorat, il est statisticien et psychologue, donc ça fait un profil assez particulier. Il est rappelé sous le drapeau, non pas pour aller combattre, mais pour porter un diagnostic sur les navires de guerre, en particulier sur les centres d'information et de commandement des navires de guerre, ce qu'on appelle comme la passerelle, en fait, l'endroit de chaque navire de guerre,
il y a un centre de commandement. Il n'y a pas juste un capitaine ad hoc à la barre, il y a bien sûr un capitaine, mais il y a un responsable du radar, de l'armement, etc. Il y a plusieurs responsables qui collaborent à la bonne marche du navire. Et la Navy, à cette époque-là, s'était aperçu qu'ils avaient un vrai problème de dysfonctionnement de leur équipage, alors qu'ils étaient compétents, alors que le matériel était de qualité. Statistiquement, ils voyaient qu'une fois sur deux, dans un cas sur deux, quand l'équipe était sous pression, quand l'équipage était sous pression, bien sûr en temps de guerre, on parle de vraie pression, hein, l'équipe dysfonctionnait. C'est-à-dire qu'il y avait une problématique qui faisait que l'équipage, le navire de guerre n'arrivait pas à ses résultats. Schutz, pendant la guerre de Corée, a pu étudier ça in vivo. Et très rapidement, en 2 ans, il en est arrivé à une conclusion qui était de dire, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est rendre les gens un peu plus compatibles les uns avec les autres. Donc, son premier rapport, qui n'était pas encore du tout l'élément humain, dit en fait, je vois que si jamais on arrive à rendre les gens un peu plus compatibles entre eux, ça va mieux fonctionner. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait des tests. Il a créé à ce moment-là la théorie FIRO, qui s'appelle FIRO, c'est Fundamental Interpersonal Relationship Orientation. En français, c'est les orientations interpersonnelles fondamentales. C'est une façon de résumer, je vous en parlerai, de résumer l'ensemble des relations au travers de 3 dimensions. Il fait ça, il s'aperçoit en fait que effectivement, ça améliore la capacité et la performance des navires de guerre, mais jusqu'à 75%. C'est-à-dire qu'encore un cas sur 4, le navire dysfonctionne. Alors que pour lui, il n'y a pas de raison que ça dysfonctionne. Et c'est là où il a passé 40 ans de sa vie à chercher ce fameux PFH, à comprendre que ce qui dysfonctionnait, ce n'était pas un problème il l'a dit, hein, il dit, c'est pas un problème d'objectif, c'est pas un problème de pas de conflit, c'est pas un problème de formation, c'est pas un problème que les gens se ressemblent pas. C'est un problème en fait que les gens sont pas capables de assumer leurs responsabilités, se parler, se connaître. Et donc, il a développé pour ça tout un parcours qu'il a appelé The Human Element, qu'il a proposé à partir des années 80 au monde de l'entreprise, au monde privé, qui a rencontré un grand succès, en particulier aux États-Unis, qui est le pays d'attache. Et donc, cette approche systémique, on s'en sert beaucoup en leadership parce que ça donne justement des clés de relation, ça donne des clés d'intelligence relationnelle. Et en leadership, on voit bien qu'on a besoin d'engager des gens, d'embarquer les gens, on a besoin de les motiver, on a besoin de créer du lien, justement, du lien authentique. Donc voilà, un peu les... J'espère que je ne vous ai pas perdu et que j'ai pas fait un trop gros tunnel. Non, c'était cool, franchement. Bah, et même de comprendre que, ok, là, c'est pas n'importe qui a sorti ça de son chapeau. C'est un statisticien et psychologue qui a fait ça pour la Navy, donc c'est un truc un peu sérieux comme aux États-Unis, le militaire. Donc voilà, ça montre aussi que c'est un truc sérieux, quoi. C'est pas n'importe quoi. Et Euh, vraiment, le bénéfice, le bénéfice aujourd'hui qu'on utilise quand on travaille le leadership, c'est monter en intelligence relationnelle. Quand je dis ça, c'est mieux comprendre ce qui se passe dans mes dynamiques relationnelles, dans mes relations avec les autres. Plus je vais comprendre ça, plus je vais être capable d'être ajusté et d'avoir l'impact recherché avec les personnes que j'ai envie d'embarquer dans mes projets transversaux. c'est clair. Un des enjeux quand on prépare ce webinaire, je m'avais dit que c'était de fédérer Ouais, quand tu es un manager transverse. ouais. Du coup, bah, maintenant, si on dit, ok, on prend le prisme de Schutz, comment est-ce qu'on fédère avec l'élément humain? Alors, fédérer avec l'élément humain, c'est comprendre ce qui se passe dans la relation avec les autres. J'ai envie de travailler avec une personne, j'ai besoin de l'appui d'une personne, de l'apport d'une personne qui n'est pas bien sûr sous ma direction directe, sur mon lien direct. Et donc, je peux lui demander un service, voilà, et puis elle va prioriser en fonction de sa charge de travail, bon, ou je peux aussi lui donner envie de travailler sur mon sujet. Et donner envie, il y a 2 grands facteurs de motivation pour donner envie. Il y a le projet in fine, le projet final, hein, qui est un facteur de motivation. C'est quand on aura fait ça, ça nous permettra de faire ça. Si jamais tu viens m'aider je sais pas, à lancer cette campagne de publicité, et bien derrière, tu pourras dire que tu as fait cette campagne, tu en seras très fier. Ça peut être ton bénéfice, par exemple. Voilà. Mais ce n'est pas la seule chose qui nous fait nous lever le matin, la finalité. Loin de là, même, si vous regardez, ça, plus ou moins, c'est un cas particulier.
mais j'ai pas de statistiques là-dessus, mais moi, sur mon cas particulier, ça a été rarement le cas, en fait. Oui, ça fait partie de l'histoire, mais c'est pas ça le facteur qui me fait lever le matin, le premier facteur. Le premier facteur, c'est ce que je vais vivre dans la journée. Ça, c'est le premier facteur. C'est vraiment mon facteur de motivation clé et ce que je vais vivre dans la journée, c'est ce que je peux proposer justement à des collaborateurs en transversal de je vais leur proposer de vivre une expérience quelque part, hein, Mmh. une expérience dans le projet collectif que je leur propose. Et donc indépendamment de la finalité, leur intérêt, bah, c'est de vivre une expérience qui leur apporte certaines choses. Et c'est là où ces certaines choses, c'est quoi? Bah, c'est pas juste, on pourrait dire: «Bah, ils vont passer un bon moment» ou des choses comme ça. Non, c'est là où Schutz nous donne de la structure là-dedans. Il nous explique qu'est-ce que je peux proposer, à la personne de vivre et ce qu'elle va vivre, c'est déjà une qualité relationnelle, un mode relationnel, une nature de relation. Et donc, Schutz a théorisé 3 dimensions de la relation. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, on peut résumer, on peut analyser toutes nos dynamiques relationnelles, toutes nos interactions, on peut les classer quelque part au travers de 3 dimensions qui sont ce qu'il appelait l'inclusion, le contrôle et l'ouverture. OK. Donc ça, je Et attends, peux donc si je récapitule, donc en gros, et après on enchaîne sur les 3 dimensions. Donc il y a, pour fédérer les gens, il y a 2 moyens. Il y a le pourquoi qui est le truc final et il y a le comment, on va dire, ou le voyage, le chemin qu'on parcourt ensemble. Et ensuite, donc le pourquoi, OK, mais bon, c'est pas on fait pas tous des trucs où on sauve des vies, il y a voilà, le exactement, pourquoi, parfois ça peut être très fort, mais parfois ça peut l'être un peu moins. très faible. Par contre, ce qui peut être très fort pour tout le monde, ça va être le voyage qu'on va vivre. Et donc c'est là où Schutz nous dit, bah, pour le comment, c'est, dans la qualité interpersonnelle et c'est là où il y a 3 dimensions. Le cadre qu'il pose, c'est avec 3 dimensions Ouais, que tu viens de nommer, donc qui sont contrôle inclusion et inclusion, contrôle et ouverture. OK. Donc c'est vraiment cette traduction de l'anglais. Donc le contrôle, par exemple, j'attire juste, un petit point de vigilance. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Ce contrôle, c'est pas le côté contrôlant, c'est l'impact, c'est l'influence que je vais avoir. Je vais expliquer ces 3 dimensions. Donc l'idée de ces 3 dimensions, c'est quoi pour lui? C'est de donner justement de la compréhension, heu un cadre, c'est un cadre de référence, un cadre de compréhension. Donc l'inclusion, c'est quoi? C'est, dans la relation, c'est le moment de la rencontre, hein. Quand on se dit bonjour, quand on arrive dans une salle de réunion, quand on rencontre quelqu'un, c'est un moment d'inclusion. C'est un moment où on s'inclut l'un l'autre, où on entre en interaction. Il y a un ressenti qui est lié à cette dimension, c'est est-ce que je me sens, exister dans la relation? Est-ce que je me sens exister pour l'autre? Concrètement, vous rentrez dans une salle de réunion, vous dites bonjour, personne ne vous répond, vous ne vous sentez pas inclus et vous ne vous sentez pas exister, hein. Et c'est aussi simple que ça, le sujet de l'inclusion et en même temps, c'est aussi important que ça. Regardez à quel point ça peut être désagréable de dire bonjour à quelqu'un qui ne vous répond pas, hein. C'est extrêmement désagréable. Donc la première dimension, c'est ce moment-là et j'ai un ressenti positif si je me sens exister, si je me sens pris en considération, si je me sens quelque part important dans le regard de l'autre. Le deuxième dimension, c'est la dimension de contrôle. Le contrôle, c'est l'impact, c'est l'influence, que je vais avoir sur les choses, sur les gens, sur les contextes, sur les situations. Ces rapports, la dimension de contrôle, d'influence, c'est vraiment la dimension préférée du monde de l'entreprise. C'est l'endroit où on crée de la valeur ajoutée très fortement, où on a de l'impact, où il y a du cadre, soit on suit le cadre, soit on peut aussi le poser, le cadre. Et c'est là où je vais aussi donner envie de suivre des directives, hein. Le ressenti que je vais avoir dans cette dimension de contrôle, d'impact, d'influence, c'est le ressenti de ma propre compétence, hein. Est-ce que je suis capable de faire face à ce qui se passe? Est-ce que je suis reconnu comme quelqu'un de compétent et qui assume ses responsabilités? La troisième dimension, qui est l'ouverture, c'est, le moment dans la relation où on va se dire des choses qui ont de la valeur, de partager des informations qui comptent pour moi. C'est pas forcément de l'intimité, mais ne serait-ce que donner mon avis sur quelque chose, partager une opinion, partager un ressenti. Tout ça, ce sont des informations qui parlent de moi, donc qui ont de la valeur et qui sont dites donc plutôt en ouverture. Et donc même dans une réunion, à des moments, on peut, avoir envie de partager son avis, partager un feeling, une intuition. Voilà. Tout ça, c'est lorsqu'on est en ouverture assez forte. Donc là, le ressenti, c'est qu'il y a ça, c'est est-ce que je me sens apprécié, pour qui je suis, hein?
Est-ce que je me sens accepté tel que je suis? Ça, c'est vraiment la dimension de l'ouverture. Donc, quand on travaille avec les approches de Schutz, vraiment, ce sont les briques fondamentales, hein, ces 3 dimensions, qui ont là, je vous en ai donné vraiment une description très synthétique et assez sommaire, mais l'idée est là, hein. C'est que dans toutes nos interactions, soit on est en inclusion, soit on est en contrôle, soit on est en ouverture. En fait, c'est de ce que j'ai compris quand on a parlé, c'est que vraiment, à chaque fois, tu as donc ces 3 dimensions, donc inclusion, contrôle, ouverture, il les a reliées à 3, on va dire, 3 grands besoins qu'on a tous en nous, 3 heu, ressentis, ouais, 3 et ressentis et derrière ces ressentis, il peut aussi avoir 3 peurs, on va dire, 3 grandes alors peurs, que l'être humain oui. peut avoir, Là, c'est toute la difficulté là de notre webinaire en 1 heure, c'est que on peut tenir facilement 3 heures juste en parlant comme ça et que là, l'idée, c'est de le faire en quelques minutes. Donc ça peut être à la fois un peu simpliste et un peu frustrant pour certains, mais l'idée, c'est que le fondement derrière, le fondement, comment dire? Psychologique, pour Schultz, c'est de dire qu'on est drivé dans la vie par 3 grands objectifs. Ce n'est pas 3 grands besoins, c'est 3 grands objectifs. On a besoin d'exister, on a besoin de maîtriser, on a besoin d'aimer. Et que partant de là, si on remonte le truc, j'ai ces 3 grands besoins. C'est le cadre de référence de Schultz, hein. Je ne dis pas que c'est vrai, c'est son cadre de référence. Moi, il me parle, mais il ne parle pas forcément à tout le monde. Exister, maîtriser, aimer. Quand je remonte d'un niveau, bah, la peur, c'est j'ai peur de peut-être d'être sans valeur, de ne pas exister, je peux avoir peur d'être, incompétent, hein, impuissant, c'est-à-dire de ne pas pouvoir maîtriser, et je peux avoir peur d'être indigne d'amour, de ne pas aimer, de ne pas être aimé. Donc ça, c'est les peurs fondamentales. Et après, je peux avoir des peurs dans la relation. La peur dans la relation, ça peut être, bah, la peur que tu m'ignores, c'est-à-dire que j'existe pas pour toi, je suis pas important pour toi et en fait, j'ai pas de valeur et donc tu m'ignores, le fameux bonjour, hein, où tu réponds pas, je me sens ignoré par toi. Pour la dimension de contrôle, je peux avoir peur dans la relation que tu m'humilies quelque part. Ça, tu pointes chez moi une incompétence, hein, tu me dises: «Bah, ce que tu fais, c'est pas au niveau» et là, je vais me sentir d'une façon ou d'une autre un peu déprécié, un peu surtout, humilié, surtout si c'est fait devant tout le monde, quoi. surtout si c'est fait devant tout le Alors monde. là, pouah! Là, c'est encore pire parce qu'il y a effectivement témoin. Et puis, la troisième dimension sur l'ouverture qui est liée au fait d'être aimé, eh bien, je vais avoir un ressenti dans la relation qui peut être, si ça se passe mal, je peux avoir peur que tu me rejettes. C'est-à-dire que quand je m'ouvre, je laisse paraître une partie de moi authentique et à ce moment-là, je peux être méjugé, être rejeté, me sentir rejeté très fortement. Donc il y a dans chacune de ces dimensions, il y a sont liées, heu, chacune pardon, de ces objectifs sont est liée à un comportement dans la dimension. C'est-à-dire que besoin d'exister, l'objectif d'exister va lier mon comportement d'inclusion, hein. Je vais avoir un comportement plus ou moins inclusif, c'est-à-dire que je vais aller plus ou moins vers les gens, je vais favoriser plus ou moins, ou apprécier plus ou moins une certaine quantité de contact avec les gens. Mmh. Et il y a pas de jugement de bien ou de mal là-dedans. Vous pouvez plutôt, être plutôt, chercher le contact, ou être plutôt en retrait. Pour Schultz, il y a pas de bien ou de mal. C'est juste une question de connaissance de soi. Pour lui, il faut être lucide. Il faut travailler sur sa conscience de soi pour travailler son alignement justement. Sur le besoin d'être, de maîtriser, ça va bien sûr être lié à la dimension du contrôle, hein. Et est-ce que je vais plutôt préférer avoir de l'impact, de l'influence sur les choses ou plutôt suivre le mouvement, hein? Plutôt apprécier être influencé, suivre un cadre. Et puis, vous l'avez compris, sur la dimension d'aimer, ça donne ça aura une conséquence sur mon comportement d'ouverture. Est-ce que je vais plutôt être en ouverture, plutôt en superficie, plutôt un peu plus superficiel? Superficiel, c'est pas du mensonge, hein, c'est juste que je vais moins me dévoiler, tout simplement. Donc ça c'est un peu, voilà, c'est un peu les colonnes vertébrales de toute la théorie de Schutz. Mais concrètement derrière, ça permet quoi? Ça permet de comprendre ce qui se joue en termes de ressenti dans les relations. C'est-à-dire que dans une relation, je vais me sentir plus ou moins important, plus ou moins compétent, plus ou moins apprécié par l'autre. Et ça, c'est hyper important dans l'intelligence relationnelle. Donc sans rentrer dans toute la profondeur psychologique, juste de comprendre que dans une dynamique relationnelle se jouent de façon inconsciente des ressentis, d'importance, de compétence et de sympathie, hein, bah, c'est clé pour pouvoir embarquer les autres, tout simplement, hein, pour créer une expérience pour les autres qui soit, bah, qui nourrisse
leur objectif, leurs besoins, de se sentir important dans le projet, compétent dans le projet et peut-être même apprécié dans le projet. Donc, en gros, en fait, la clé, si on veut booster son leadership, quand on parlait de ça pour les webinaires, si je suis un manager transversal ou un chef de projet, ça veut dire que moi, si je veux réussir à embarquer les autres, bah, j'ai pas de pouvoir sur eux, vu que ils ont leur manager à eux, etc. Là, nous, on est en transverse. Et donc, mon moyen, c'est je dois user de leadership. Et ma meilleure manière de booster mon leadership, c'est de faire en sorte que les autres parties prenantes du projet se sentent compétents, appréciés, et j'en oublie un, Important, compétent, important, apprécié et important. Voilà. important. Important, c'est-à-dire Ok. qu'ils ont leur place dans l'équipe, qu'ils appartiennent à l'équipe. C'est pas ils sont plus importants que d'autres ou moins, ils sont Non. là. Leur présence compte. Et d'ailleurs, vous pouvez faire cet exercice très simple, c'est ramener à votre mémoire un mentor ou une mentor que vous avez eu dans votre vie. Vraiment quelqu'un de concret, pas un référent imaginaire, hein, mais quelqu'un que vous avez côtoyé et qui, pour vous, avait un rôle de mentor Mm. ou de référent important. Si vous regardez, si vous vous souvenez un peu comment ça se passait avec cette personne, il y a fort à parier que quand vous étiez avec cette personne, que vous la côtoyez, vous sentiez véritablement exister, vous sentiez à votre place, vous sentiez que vous aviez de l'importance pour cette personne. Il y a fort à parier que vous vous sentiez également pleinement compétent dans votre puissance, dans votre capacité, quand bien même cette personne vous apprenait des choses. Ouais, c'est clair. Et il y a de fortes chances qu'avec cette personne, vous vous sentiez en plus apprécié, peut-être même inconditionnellement aimé. Mm. Ouais. Ouais, Et c'est parce enfin, pour que moi, cette il personne y avait de la considération, quoi. Enfin, vraiment, je ressentais beaucoup de considération de cette personne à mon égard, quoi. et c'est parce que cette personne a coché ces 3 cases avec vous qu'elle a pris cette place que vous lui avez donnée, cette place aussi importante peut-être dans votre vie et cette capacité d'influence. Donc l'idée pour un manager transversal, pour boucler la boucle là-dessus, c'est, pas de devenir le mentor de tout le monde, quand bien même, mais c'est d'améliorer sa capacité à fédérer, donc à donner envie, et donner envie aux gens, c'est proposer une collaboration au quotidien qui soit satisfaisante, même un peu plus que ça, c'est-à-dire qu'ils viennent nourrir, peut-être que chacun trouve sa place dans le projet, que chacun se trouve compétent et que chacun se trouve apprécié dans le projet. Donc, pour ça, après, il y a plein de moyens, hein, qu'on va utiliser, mais que les entreprises connaissent, que les coachs connaissent, que les managers connaissent. C'est tout, c'est toutes les techniques qui permettent de donner de l'importance aux gens, de faire, voilà, comment est-ce qu'on fait de l'inclusion dans une réunion, comment on fait de la cohésion d'équipe, comment est-ce que, on donne du feedback, c'est un sujet qui t'est cher, Ouais, Raphaël. il est cher, ouais, je suis en train d'écrire mon Voilà, bouquin comment est-ce que dessus, je là. reconnais la compétence des gens, sans chercher à vendre un truc derrière, quoi, hein. C'est pas un truc Ouais. manipulatoire, c'est juste: «Je reconnais ta compétence et je te remercie pour cette compétence-là, pour ce que tu as fait, ce que tu as apporté au projet». Et puis, il y a des moments où on va partager aussi peut-être du bon temps ensemble et on va se sentir qu'on s'apprécie les uns les autres. Oui. C'est des choses aussi simples, que l'on fait tous de façon intuitive, mais Schutz nous explique que si on le fait de façon intuitive, c'est qu'il y a un vrai moteur au fond. Et donc prendre conscience de ça permet, de monter en impact, de monter en puissance et de pouvoir l'utiliser à dessein, hein. Et que les managers transversaux aient vraiment des armes, ces outils soient outillés pour aller donner envie, aller fédérer en transversalité. Et ce que ça veut dire, le corollaire de ça, c'est que si je suis un manager transversal et que j'ai quelqu'un du projet qui ne répond pas présent ou enfin qui est un peu le goulot d'étranglement du projet, c'est certainement, si je comprends bien, que sur une de ces trois dimensions, il y a un manque. Ouais, Soit il ne pour se sent Schutz, pas assez apprécié, soit il ne se sent pas assez important, soit il ne se sent pas assez compétent, mais il y a certainement un sujet là-dessus et ça peut aussi me donner des clés de lecture en tant que manager transversal. Où le chef de projet me disait, tiens, ok, si je reprends à ces trois dimensions, où est-ce que ça peut pêcher? Qu'est-ce que je peux faire pour corriger et réembarquer la personne et refaire décoller le projet, quoi. exactement, exactement. Ça me donne, moi, en tant que manager, des clés de lecture sur ce qui se passe. Schutz, quand lui, il accompagnait les équipes, il accompagnait toutes les équipes. Donc en fait, il faisait en sorte que toutes les personnes montent en lucidité.
C'est-à-dire que tu n'as plus un référent qui comprend ce que font les autres, ce qui se passe pour les autres sans qu'eux-mêmes comprennent, c'est tout le monde monte en lucidité. Donc ça, c'est l'idéal, c'est qu'on fait travailler toute une équipe sur ces principes-là. Parce que tout le monde devient plus lucide, tout le monde devient plus responsable. C'est très important pour Schutz, la responsabilité, parce que si tu es lucide sur toi, si tu comprends ce qui se passe, ça veut dire que tu peux faire des choix beaucoup plus ajustés, comprendre les conséquences de tes choix, de tes actions, ou de tes non-actions, hein, et donc de monter en responsabilité. Donc ça, c'est intéressant qu'on travaille avec cette approche sur une équipe en entier. Quand on fait sur un manager et qui est donc juste un facteur qui est différenciant, bah, effectivement, lui, il va avoir les autres vont pas forcément être lucides, mais lui, il peut avoir cette capacité de compréhension de ce qui se passe. Donc, d'être moins impacté aussi par des mécanismes de défense que peuvent mettre en place tel ou tel collaborateur, des mécanismes de défense, de critique, de victimisation, des choses comme ça. Hein. De plus les subir, mais de comprendre peut-être, d'avoir une lecture de ce qui se passe derrière, et peut-être d'être un facteur d'amélioration, de pouvoir désamorcer aussi certaines situations. Je vois qu'on a des petites questions ou remarques. Alors, on avait Laura qui nous posait une question, je lui ai répondu directement dans le chat, mais au cas où, je le mets tout de suite pour te donner la réponse. Bonjour, est-ce que là, on parle bien du cas du management fonctionnel, exemple, un chef de projet? Donc, je dis oui, c'est Complètement, bien de ça dont on parle. complètement. Ouais, ouais, absolument. Euh, Ensuite, on avait Claire qui nous a posé une question. Hubert, celle-là elle va être pour toi. C'est, en fait, quand on est chef de projet, avons-nous un leadership naturel? Oui, oui, comme le sens de l'humour, je pense que vous avez un sens de l'humour, parce que vous avez ri au moins une fois dans votre vie et vous avez fait rire au moins une fois dans votre vie. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de, exploiter et de déployer votre leadership? Et c'est ça la vraie question. De la même façon, est-ce que vous avez envie de faire rire les gens et d'utiliser votre sens de l'humour? Peut-être que la réponse est non. Voilà. Donc si vous avez envie, pour le coup, l'approche de Schutz vous donne vraiment des outils pour déployer votre leadership. Déjà, contacter quelle est votre nature de leadership, voir c'est quoi votre nature de leadership, et derrière, pour pouvoir le déployer, le contacter, l'entraîner, etc. Donc oui, on a tous du leadership en nous, et par contre, c'est à nous de faire le choix conscient de l'utiliser et de le déployer. C'est la réaction de Laura aussi qui dit, je comprends que le leadership est naturel, mais Mais encore faut-il faut-il encore le le trouver. trouver? Ça, c'est Ouais. la lucidité dont tu parlais. Ouais, absolument. C'est un peu, mais ça, pour le coup, Schultz a vraiment propose des outils, et il a créé des tests statistiques, d'ailleurs des tests. Quand je disais au début de sa carrière, pendant la guerre de Corée, il disait il y a un sujet de compatibilité. En fait, quand il a fait des sujets de compatibilité, c'est-à-dire son sujet de thèse de doctorat, de statisticien, il a créé un test de compatibilité de personnalité. Donc un test de personnalité. Il a fait un test de personnalité. Alors c'est même pas un test de personnalité, c'est plus un test de préférence comportementale, mais c'est quand même un test psychométrique, c'est-à-dire qu'on mesure des caractéristiques psychiques. Bref. Après, il a laissé tomber cette idée de dire que la compatibilité permet de mieux travailler ensemble, parce que très rapidement, il s'est aperçu que t'es compatible, ça met un peu d'huile dans les rouages, mais quand la pression devient trop forte, on se tape quand même sur la figure. Voilà. Donc c'est pourquoi on se tape sur la figure, et c'est là où il est arrivé sur l'élément humain 40 ans après. C'est ce dont je vous ai parlé. Mais il a gardé quand même les tests en se disant l'objet, c'est pas de rendre les gens compatibles, c'est simplement que ces tests permettent de mieux me comprendre. C'est-à-dire que les résultats des tests me donnent des clés de lecture sur moi. Donc, dans les protocoles qu'on utilise quand on travaille sur l'élément humain, avec des équipes, on leur propose des tests psychométriques qui ne sont pas des tests de personnalité, c'est-à-dire que c'est des tests qui sont des photos et qui donnent une lecture de vos comportements, de vos préférences comportementales. C'est-à-dire que si vous faites le test à un moment T et 2 mois après, les résultats peuvent changer. Peu importe. L'idée, ça m'a permis, moi, de comprendre, d'avoir une lecture sur moi. Voilà. Monter en lucidité. Ouais. Ben, un point dont on n'a pas encore parlé, qui est le fait de dire la vérité. Ouais, alors ça, c'est un vrai, c'est le corollaire, hein, c'est là où tout d'un coup le truc devient vraiment systémique. C'est que Chou nous donne une lecture, un cadre de référence pour comprendre les dynamiques relationnelles. J'en ai parlé. OK. Il nous dit à la fin, si vous voulez, c'est un vrai facteur de motivation, donc de leadership, pour fédérer les gens, puisque vous allez donner une expérience, proposer une expérience dans laquelle les gens s'épanouissent, pour dire des choses simples. Mais il y a un prérequis à ça.
Parce que dans la définition du leadership, hein, c'est une capacité personnelle à donner envie aux gens de vous suivre, à créer l'adhésion des gens dans un projet collectif par leur adhésion volontaire. L'adhésion volontaire fait que, est-ce que j'ai envie d'y aller? Mais il y a une première question qui est, est-ce que je n'ai pas envie d'y aller? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un frein? Et en fait, Schultz a mis le doigt sur un frein fondamental qu'il peut y avoir dans les relations, qui est un frein plus ou moins conscient, qui est le sujet de la confiance. Et d'ailleurs, on a fait on a fait un petit sondage là-dessus. Oui, attends, c'est Un, vrai, je suis désolé, j'ai un petit complètement sondage. zappé. On a fait un petit Mais ouais, sondage pour attends, savoir, on selon va vous, quelles sont les meilleures façons de détruire la confiance dans une relation, hein, pas la confiance en soi, mais la meilleure façon de détruire la confiance dans une relation. Donc on vous laisse voter, pardon, heu, hop quelques là. secondes. Alors hop là, ça y est, je suis désolé, il y a un petit décalage, et là, on va laisser les gens voter. Quelle est, d'après vous, la meilleure façon de détruire la confiance dans une relation? Voilà, ça y est, ça vote, ça vote. OK, mentir, trahir, manipuler, critiquer. Entre mentir et manipuler, on sent qu'il y a une course là qui se joue. OK. Alors ce qui est pas mal, c'est critiquer est assez faible et en effet, parce que sujet de mentir, manipuler, même trahir, on voit qu'on est, c'est l'univers du mensonge, hein. C'est l'univers du mensonge. C'est le sujet, c'est de mentir. Critiquer, c'est pas, effectivement, c'est un autre univers et c'est pour ça que peu d'entre vous, sont allés dessus. Parce que ce qui est vraiment la meilleure façon de détruire une relation, c'est tout ce qui, de près ou de loin, fait que je te mens, hein, que je te trahis, que je te manipule. Tout cet univers-là, qui c'est l'univers du mensonge, de l'inauthenticité, fait que je vais détruire effectivement, la confiance dans la relation. Donc Schutz, en partant de là, dit: «Bah, quelle est la meilleure façon de favoriser la confiance dans une relation?» Et ben, en fait, on prend l'extrême inverse, c'est donc de dire la vérité. Donc Schultz dit: «Oui, vous allez donner envie aux gens de venir, mais avant même qu'ils viennent, ils vont se poser la question de est-ce qu'il y a quelque chose qui les empêche?» Donc le sujet, en fait, pour créer la confiance, c'est une sorte de levée de frein. C'est-à-dire que je ne vais pas venir vers toi si j'ai confiance. Il faut que j'ai une motivation supplémentaire, mais par contre, je suis sûr que je ne vais pas venir vers toi si je me méfie de toi. Donc, pour montrer patte blanche quelque part, un manager transversal, quand quelqu'un qui va avoir du leadership, doit montrer, de façon explicite ou implicite, mais doit prouver qu'on peut lui faire confiance. Et donc, Schultz dit, bah, mécaniquement, comme on le voit psychologiquement, c'est pour te montrer que tu peux me faire confiance, bah, je vais te dire la vérité. Et donc, il nous dit, bah, il y a voilà, dites la vérité en entreprise. Il dit la vérité est le grand simplificateur. Il dit vraiment cette phrase-là, la vérité est le grand simplificateur. Alors moi, dans mon expérience, c'est vrai que ça se vérifie très souvent. J'ai très Moi souvent aussi. vérifié cette phrase. Et en même temps, c'est abyssal parce que là, j'ai pas vos retours, j'ai peu de vos, je vois pas vos retours, je veux pas les voir parce qu'autrement je serais déconcentré et je pourrais pas être synthétique. Mais Raphaël les voit et je pense qu'il doit y avoir des questions de se dire mais comment on dit la vérité en entreprise? C'est hyper compliqué, Ah évidemment. ouais, puis moi, si je veux dire la vérité à mon boss, j'ai pas non plus envie que une conversation courageuse se transforme en conversation suicidaire, tu vois? Si tu vois ce Et que je veux voilà, dire? c'est ça, exactement. Donc en fait, le sujet de la vérité, c'est surtout de dire qu'est-ce qu'il est, c'est pas de tout dire. La vérité, c'est pas la transparence pour Schultz, c'est de dire ce qu'il est utile, que l'on partage, hein. Pour lui, c'est vraiment la clé, c'est qu'est-ce qu'il est utile que les personnes de ce projet sachent les unes sur les autres, sachent sur ce projet. Et c'est même au-delà de ça, c'est la capacité de l'équipe à se dire les choses et à se parler des problèmes, éventuellement, qui peuvent surgir. Parce que pour Schultz, une équipe performante, c'est une équipe qui est capable de parler de ses problèmes, de mettre de l'énergie à parler de ses problèmes. Trop souvent, dans les entreprises, on s'aperçoit, et dans nos vies, on s'aperçoit que quand on a une situation désagréable, quand on vit une situation désagréable, on peut très vite blâmer, c'est-à-dire rejeter la faute sur les autres, hein. Et Schultz l'a constaté, il dit que dans les entreprises, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée et gâchée à se protéger,
Hein, c'est pas de ma faute, c'est Ouais. la faute de l'autre, c'est pas de la faute de notre service, c'est la faute des autres, c'est pas la faute de l'entreprise, c'est la faute du marché, et cetera, et cetera, et cetera. Et ça, c'est de l'énergie qui est, juste dépensée pour se protéger, pour pas se sentir, il explique, pour pas se sentir, ignoré ou rejeté ou humilié. C'est-à-dire qu'en fait, ça contacte on est activé dans nos peurs et donc on va rejeter la faute sur l'autre. Et en fait, ce qui est important, là où ça devient intéressant, c'est quand les gens sont capables de se parler des problèmes sans chercher un bouc émissaire, sans blâmer. Hein, donc c'est une capacité à être en vérité les uns avec les autres et donc ça veut dire une capacité aussi à être en vérité avec soi, donc être lucide sur soi. Donc cette notion de vérité, le grand simplificateur, c'est ça l'idée. C'est pas d'être transparent, c'est d'être capable de parler des problèmes, c'est d'être capable de parler de l'éléphant qu'il y a dans le couloir, de la chose que que tout le monde connaît, mais dont personne n'ose parler, parce que si on en parlait, on ne saurait pas comment s'en sortir. Et bien justement, on va s'en parler et on va mettre de l'énergie à trouver la solution ensemble, plutôt que de l'énergie à essayer de faire comme si la chose n'existait pas. Vous voyez un peu l'idée? OK, ouais, trop, trop stylé. Trop, trop Donc c'est un stylé. peu ça C'est vrai que le sujet de la la converse. quantité d'énergie qui est déployée pour soit se protéger, dire que c'est pas moi, non mais c'est parce que je sais pas quoi, c'est le truc Trucmuche qui m'a pas envoyé l'info, donc je suis pas responsable. Et puis en fait, c'est lui le responsable parce que c'est machin truc. Si on arrive à... C'est vrai que ouais, la vérité, c'est le grand simplificateur, quoi. Ça, c'est vraiment une phrase qui marque, je trouve. Et il nous a Et donné du alors coup, c'est comment comment on fait comment, pour dire cette vérité? comment on fait? Il a donné un outil, il ne faut pas oublier que c'est un statisticien, donc c'est intéressant parce qu'il aborde des trucs psy qui peuvent paraître hyper flous, hyper complexes, hyper brumeux et en fait, avec le côté statisticien, tout d'un coup, il range, il classe, il rank, il fait des rankings, et donc il a donné souvent il fait des échelles de niveau comme ça pour prendre conscience. C'est pas des échelles qui sont là pour noter, pour dire, c'est bien ou c'est pas bien. C'est des échelles pour dire: «Voilà toute la palette qui s'offre à vous, en termes d'ouverture, par exemple, et prenez conscience de l'endroit où vous êtes et surtout mettez-vous à l'endroit qui est ajusté par rapport au contexte». Donc je vous donne rapidement comme ça, ce petit apport, ce petit sujet théorique, ce petit apport théorique, c'est que les niveaux de vérité, je peux être à un niveau de vérité plutôt faible pour chose, c'est-à-dire le blâme, c'est-à-dire que c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, voilà, je me dédouane de la situation. Là, En c'est le ce niveau moment, négatif, quoi. bah, c'est le niveau, de critique. En ce moment, dans la politique, hein, c'est une foire au blâme. C'est chacun, Voilà. rejette la faute sur l'autre. Donc voilà, on voit bien, est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Pas du tout. C'est-à-dire qu'on met pas d'énergie à trouver la solution au problème, on met de l'énergie à rejeter la faute sur l'autre. Bon. À trouver un coupable, à trouver un bouc émissaire. Heu, le niveau suivant, qui est intéressant pour c'est dire, il s'est inspiré pour ça d'ailleurs des travaux de Marshall Rosenberg, pour ceux qui connaissent, de la communication non violente. C'est un contemporain, il a travaillé avec lui. Mais il a simplifié ça. En fait, il est parti des travaux de Marshall Rosenberg et il a fait sa sauce à lui. Euh, on Ouais, part juste comme Rosenberg, sur la Rosenberg, celui qui a fait la communication non violente, ouais, OSBD, SBD, observation, ouais. sentiment, Observation, besoin, demande. besoin, sentiment, ouais. Observation, sentiment, besoin, demande. Et en fait, il garde l'observation et le sentiment. C'est-à-dire que dire, il y a des faits, il y a un ressenti. Il s'est passé ça, je ressens ça. Mais derrière, il y a pas de il parle pas du besoin, il parle pas de la demande. Lui, il part sur, en fait, qu'est-ce que je suis en train de me dire? Hein, le 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 quel est le film que je me fais, en fait? Qu'est-ce que je me dis? J'ai l'impression que ou j'imagine que tu penses que c'est-à-dire que pour Schuss, on est toujours en train d'interpréter, consciemment ou inconsciemment, ce qui nous arrive, hein. De se faire un peu des films comme ça, qui peuvent s'avérer, réels ou pas. Et donc, d'accéder à ce film. Et souvent, ce film est connecté aux peurs dont on parlait tout à l'heure. Une peur de ne pas être important, peur de ne pas être compétent, peur de ne pas être apprécié. Donc, je vais me faire un film qui est lié à ça et qui va créer un ressenti chez moi par rapport à un contexte. Je vous donne un exemple, ça va être plus simple. Imaginez, je suis manager de Thomas, moi j'ai une équipe, Thomas fait partie de mon équipe, j'ai une réunion de service tous les lundis matins de 10h à 11h. Les 4 derniers lundis, Thomas, il arrive en retard, entre 10 minutes et un quart d'heure. Il rentre dans la pièce, il se faxe dans la pièce. Hein, c'est-à-dire qu'il ne dit pas bonjour, rien, il ne dit pas pardon. Il est le plus discret possible. Il se faxe dans la pièce. Voilà. Il s'assied et puis il prend la parole au moment où c'est à lui de parler. 4 fois. 4 fois d'affilée comme ça. Moi, ça commence à m'agacer sérieusement. Hein, c'est-à-dire que même je commence le dimanche soir déjà à monter en pression, à me dire est-ce qu'il va encore être en retard demain, etc. Donc, vous voyez, j'ai un ressenti fort. Et je me retiens
de lui mettre une cartouche dans la tête, autrement dit de le blâmer. C'est-à-dire que lundi prochain, s'il est encore en retard, clairement, je vais lui dire bah, vas-y, rentre, fais comme chez toi. Manifestement, la politesse ne fait pas partie de tes règles de vie. Enfin bref, je vais le blâmer. Je risque de le blâmer. Et je risque de le blâmer parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est activé chez moi. Et ce qui est intéressant pour Schultz, c'est de dire ok, tu as envie de le blâmer, tu es tendu. Si tu le fais, est-ce que c'est productif pour l'équipe? Non. Est-ce que ça va te faire du bien? Oui, probablement. Sur le moment, ça va me permettre de décharger Court terme. cette tension que j'ai, mais ça va pas être productif pour l'équipe, c'est certain, ni pour lui, ni pour notre relation à tous les deux. Donc, comment faire pour traiter le problème, puisque c'est un problème quand même, quelqu'un qui est en retard à la réunion plusieurs fois d'affilée, c'est quand même un sujet. Donc, comment faire pour traiter le problème sans être dans le blâme? Eh bien, on utilise sa technique. Donc, et d'ailleurs, je vais d'abord faire cette technique pour moi, pour comprendre ce qui m'active. Je vais dire, OK, il est en retard. 4 dernières fois, il est en retard. Qu'est-ce que ça me fait? Ça m'agace. Ça m'agace très fort. Qu'est-ce que je me dis? Bah, j'ai l'impression, en fait, que bah, il s'en fout de ma réunion. C'est ma réunion. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il s'en fout de moi. Donc, en fait, j'ai l'impression que je n'ai pas d'importance en tant que manager. Peut-être que j'ai l'impression de plus exister en tant que manager, de pas être reconnu dans mon poste, mon statut de manager pour lui. Voilà, je peux tirer le fil jusqu'à des choses comme ça. Quand j'ai tiré ça, quand j'ai touché quelque part la cause racine chez moi de ce ressenti désagréable, déjà, j'ai une meilleure compréhension. Je suis plus lucide sur ce qui est activé chez moi. Vous voyez, je vais être moins réactif. C'est moins de sa faute à lui. En fait, je comprends qu'est-ce que ça vient chercher chez moi, qu'est-ce que son comportement vient chercher chez moi. Ouais. Et ça, c'est très important en termes de lucidité, parce que d'un coup, je suis plus responsable aussi de mes ressentis. Et je peux prendre la décision de garder ça pour moi. Moi, dans cette situation, je considère qu'il faut plutôt en parler, parce que moi, je me dis des trucs, mais mes collaborateurs dans la réunion, eux aussi, ils se racontent des choses. Hein. Eux aussi, ils voient ce qui se passe. Hein. Et ils voient bien qu'il y a un éléphant dans la pièce et que personne n'en parle. Thomas, il est en retard et personne ne lui dit qu'il est en retard. Bon. Je prends Thomas en réunion, voilà, je lui dis est-ce qu'on peut se voir, etc. Je lui dis voilà Thomas, je voulais te parler d'un sujet, et je lui descends ses niveaux. Je lui dis voilà, ça fait 4 fois que tu es en retard, je ne te cache pas que ça m'agace profondément. Donc je lui dis les choses telles quelles. Et je lui dis voilà, j'ai l'impression que, alors c'est là où je vais ajuster mon niveau d'ouverture. Je suis dans un cadre relationnel, je veux dire, j'ai l'impression que tu donnes peu d'importance à cette réunion. Je ne suis pas obligé d'aller lui dire j'ai l'impression que tu me donnes peu d'importance à moi. Même si je sais que moi, en revanche, c'est ce qui m'active. Mais lui, déjà, lui donner cette information, j'ai l'impression que tu donnes peu d'importance à cette réunion. Qu'en est-il? Et là, il y a effectivement, le but du jeu, c'est de partager ma représentation de la réalité. Ma représentation sans dire que c'est la réalité. Moi, je ressens les choses comme ça. Qu'en est-il pour toi? Il pourrait me dire oui, tu as raison, effectivement, valider mon hypothèse en disant bah oui, tu as raison, ta réunion ne m'intéresse pas. OK, et à ce moment-là, le problème est mis sur la table et on peut mettre de l'énergie à la régler, changer la réunion, le fait peut-être qu'il ne va plus y assister, que sais-je. Il peut aussi me dire ce qui se passe pour lui. Ah, Hubert, merci de m'en parler, je voulais t'en parler. En fait, j'ai depuis le début de l'année une réunion avec l'autre service de 9 à 10 à l'autre bout du campus. Concrètement, il finit jamais à l'heure et le temps de venir, j'arrive toujours à la réunion en retard. Je fais toujours attention à être le plus discret possible en arrivant, que moi j'avais interprété comme en fait il se fout bien de ma gueule. J'essaie d'être le plus discret possible, mais je voulais t'en parler parce qu'effectivement c'est compliqué pour moi. Ouais. Donc une fois encore, on a mis le problème sur la table. On va mettre de l'énergie à la régler. Et derrière, il ne faut pas oublier d'en parler, quelle que soit la décision qui a été prise, d'en parler à l'équipe, hein, aux collaborateurs qui sont dans cette réunion, parce que chacun, ils se sont fait leur film. Donc, de réguler, de permettre à tout le monde de réguler sur une représentation commune de la réalité. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de dissension, et on est en train de mettre de l'énergie à trouver des solutions. Donc, là, pour Schutz, le sujet de l'ouverture, c'est vraiment notre capacité à mettre sur la table, à dire, à parler des problèmes. Et à parler des problèmes, non pas pour blâmer les autres, non pas pour rejeter la faute sur les autres, mais dire, en fait, on est tous responsables de ce qui se passe ici, et on va tous mettre de l'énergie à régler ce problème. C'est vraiment le sujet de la responsabilité, c'est le troisième pilier, j'en parlerai pas là parce que j'ai pas le temps, mais c'est le troisième pilier de Schutz. Hein. Il a 3 piliers dans son approche, c'est la lucidité personnelle, la conscience de soi,
l'ouverture, la vérité, notre capacité à parler ensemble. Et le troisième pilier, c'est la responsabilité personnelle qui découle des deux premiers piliers, hein. Si je suis conscient de moi et si on est capable d'en parler, nous sommes tous beaucoup plus responsables de ce que nous faisons ensemble et individuellement. Voilà un peu, Oh, trop c'est bien. dense, hein. C'est hyper long. Il est déjà midi Hyper 27, donc dense. je vais devoir vite fait te couper parce qu'en plus on a quelques petites questions. Ouais. Avant de les prendre, très rapidement, je fais première chose, comment est-ce qu'on peut vous aider? Donc, ce webinaire, il y aura un replay. On va aussi faire un article où on va mettre les points clés de ce qui a été dit, comme ça vous pourrez retrouver facilement. On va tout vous envoyer par email. Ensuite, avec Hubert, on a fait des fiches. On a fait notamment deux fiches. Une fiche sur manager et leader et la différence et qu'est-ce que ça implique. Et une deuxième fiche derrière sur les 4 piliers du leadership qu'on va vous envoyer par email, pareil, à tous les inscrits. Et enfin, si malgré tout ça, vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus d'accompagnement, etc., avec Hubert, on est dans les starting blocks. Vous pouvez prendre rendez-vous avec ici pour creuser le sujet avec notre équipe pédagogique. Prenez rendez-vous, vous avez un lien, prenez le créneau qui vous arrange le plus, et comme ça, on en parle et on voit comment on peut vous aider. Cela étant dit, maintenant, il est déjà 28. Je fais un petit résumé et après, pour ceux qui peuvent, on prend les une ou deux petites questions qui ont été posées. Le petit résumé, donc différence manager-leader, c'est manager, j'ai un pouvoir statutaire, leader, j'en ai pas et donc je dois utiliser d'influence et c'est là où l'élément humain de Schutz va m'aider. Il y a comment est-ce que je fédère déjà l'équipe. Donc il y a le pourquoi, ok, mais ça marche pas forcément pour tous. Il y a le comment, où là c'est le voyage, et là en fait c'est les relations interpersonnelles. Ces relations interpersonnelles, Schultz les a définies en trois dimensions, inclusion, contrôle, ouverture, avec auquel il y a trois grands objectifs, trois grands besoins, trois grandes peurs qui sont associés. Le besoin de se sentir compétent, le besoin de se sentir exister et le besoin de se sentir apprécié, notamment. Une fois qu'on a dit tout ça, en fait, si je sens que quelqu'un est un peu en retrait, bah, peut-être que je peux faire l'analyse de tiens, sur ces trois dimensions, où est-ce que ça pêche et pour aller le rechercher et remonter le truc. Et dernièrement, tout ça, il y a un fondamental avant, quand même, c'est de réussir à créer de la confiance, ce qu'on a vu, parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de collaboration. Et le premier préalable à la confiance, c'est de dire la vérité, qui est le grand simplificateur. Dire la vérité, donc c'est pas forcément tout dire, c'est dire ce qui est utile. Si je retiens ce que tu viens de me dire, parce que ça a été très dense. Et donc dire ce qui est utile, comment est-ce que je fais. Donc là, Schutz, c'est inspiré des travaux sur la CNV de Rosenberg en disant, on va prendre le début, observation, qu'est-ce qui s'est passé, Sentiment, sentiment, ressenti. comment je m'en suis senti, et après, derrière, en fait, lui, au lieu de BD, besoin, demande, lui il dit, bah voilà, je te partage ce qui s'est passé, ce que j'ai senti, et derrière, le film que ça génère chez moi, le film que je me fais, est-ce que c'est ça ou pas? Et Mmh. on voit ce qui en sort. Exactement. Trop, trop bien. Et bravo pour la vous pouvez tous l'applaudir Ouais. de chez Yann, de là où vous êtes, parce que il l'a fait en J'étais avec convaincant. toi. Il a mouillé la chemise, Euh, là. alors là, bon, on a pas mal de petites remarques. Dites-nous aussi en chat ce avec quoi vous repartez. Je vais les faire défiler pour ceux qui peuvent rester encore 5 minutes. Ceux qui restent encore 5 minutes, je vais passer les petites questions. Euh, Premièrement, donc il y a Jean-Denis qui nous disait, tiens, toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà, c'est C'est vrai. vraiment, c'est tout n'est pas bon, c'est dire ce qui est utile. Ouais. Ou là, Et Pierre aussi qui être disait, responsable de ça, hein, d'ailleurs. ouais, et Pierre qui disait pareil, il a dit, de ne pas dire la vérité, c'est mentir. Voilà, Absolument, on dit, voilà. Euh, Karine qui veut relever la puissance de la co-responsabilité. absolument. Très fort, très, très Euh, important ce shoot. Très important. ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Une question de Céline. Céline qui nous dit dire la vérité peut renforcer la confiance en relation, mais on peut détruire la confiance en soi. Est-ce que c'est pas contre-productif? La confiance. Non, si l'intention, de dire la vérité est positive pour l'autre, je pense pas que ça détruira la confiance en soi de l'autre. Ça détruit la confiance en soi si jamais je suis dans le blâme d'une façon ou d'une autre. Donc c'est à regarder quand je dis quelque chose à quelqu'un, c'est le sujet du feedback. Mais je vous renvoie au sujet du feedback pour, Raphaël, pour ça. Ouais, je suis en train d'écrire tout un bouquin dessus. Voilà, il va écrire là-dessus. Je vous tiendrai au courant du coup quand ça sortira. Je dois rendre le première version à Duno pour la fin du mois, ça va arriver vite. Voilà. Il y a Anthony qui souligne ce que tu as dit. Il faut dire la vérité utile. Ouais, Euh, ouais. tac, tac, tac.
Bon, après, on a plein de gens qui nous disent stop, merci. Donc ça, c'est voilà, les petits, Super, ça fait super, plaisir. super. Ouais. Là, je reprends la dimension, se sentir apprécié ou compétent ou exister. Voilà, là, ça joue un peu sur tout ça à la fois. Donc voilà. Laura, merci. Brice, superbe. Claire, top, merci. Céline, merci, c'était passionnant. Donc bravo, merci à tous pour ces messages qui nous invitent à poursuivre l'effort. J'en profite tant que vous êtes sous la main encore pour vous dire que dans 2 semaines, on a un autre webinaire sur le fait de réinventer le dialogue managérial. Donc, vous pourrez vous inscrire sur notre site internet, vous trouverez tout ça. Et ça va être passionnant avec une ancienne DRH, Carole Webel, avec qui on a travaillé chez Veralia pour former le top 200 de Veralia au feedback, sujet dont on parlait avec Hubert. Et voilà, enfin, franchement, Hubert, merci beaucoup. Ça a été, Merci Raphaël. je me suis régalé avec toi, c'est passionnant comme d'habitude. Je sais que tu as été très frustré qu'on ait que 1 heure. Donc, pour tous ceux qui ressentent la même frustration que moi, parce que moi, je veux dire, avec Hubert, on a passé une journée entière et pareil, on était frustrés la journée. Et là, Swad, mon associé, est en train de passer une semaine entière Ouais, ouais. là-dessus. Donc là, Donc, enfin, en une journée, en 1 heure, ouais, j'espère qu'on n'a pas perdu trop de gens et qu'il y a eu des raccourcis forcément, mais voilà. Ça vaut le coup ouais, d'en parler plus. Pour ceux qui sont intéressés par ces problématiques-là, on est à dispo pour approfondir les sujets et surtout de voir comment ça peut répondre à vos problématiques. et pas mal de choses qu'on n'a pas pu aborder. Par exemple, tiens, tu m'avais parlé de l'autodétermination, le choix chez Schutz qui est hyper Ouais. important. Enfin, Et donc, puis les voilà, pour dynamiques, toutes tous les ceux qui dynamiques veulent creuser d'équipe. le sujet, Ouais. tous ceux qui veulent creuser le sujet, n'hésitez pas. On a mis maintenant depuis les 2, 3 derniers un petit bouton rendez-vous juste là. Bah, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous, on va creuser le sujet avec vous. Sur ce, un grand, grand, grand merci Hubert Merci à vous. et puis à tout le monde, à très bientôt. À bientôt.